la facilité de la présentation et donc nous pourrons réactiver après, vos micros et caméras pour un meilleur échange, à la fin de la présentation. En autre information, donc c'est le premier webinaire, d'une série que l'on voulait faire, voilà, sur le sujet, de groupe, sur ce projet et qui sera suivi d'un questionnaire pour justement avoir vos retours et qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir dans un prochain webinaire. Donc je suis accompagnée, par mes collègues donc, Théo Bron et Nicolas Brulard que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Nicolas Brulard, moi je coordonne le projet Groove à la ferme de Galie depuis 4 ans maintenant, et on va vous présenter l'avancement du projet. J'en dis pas plus pour le moment, on a plein de choses à vous dire par la suite. Bonjour à tous, moi je m'appelle Théo Bron. Ton micro. Je m'appelle Théo Bron et je suis apprenti ingénieur au sein du bureau d'études de Galie, ce qui veut dire qu'il y a un temps où je suis aussi en école d'ingénieur à l'ISARA et je travaille sur le projet Groove donc avec Nicolas et Amandine, entre autres. Merci Théo, merci Nicolas. Donc pour démarrer déjà un peu le sommaire de cette présentation, pour que vous sachiez voilà, de quoi on va parler dans cette présentation, dans ce webinaire. Donc tout d'abord, on va vous parler du projet Groove. Qu'est-ce que ce projet, quel est l'objectif, quels sont les participants et voilà, comment est-ce qu'on est arrivé à ce que l'alimentation, l'urbanisme et l'environnement convergent dans un même projet qui lie des partenaires européens. Ensuite, on vous parlera de notre ferme urbaine de Saint-Denis qui accueille ce projet en tant que démonstrateur opérationnel du lien ville-nature. Et enfin, on fera voilà, un focus sur vraiment la conception et le suivi des serres en toiture, des serres dans le cadre du projet européen Groove, et vraiment un focus sur cette production agricole locale et bas carbone. Voilà, je laisse la main donc à Nicolas Brulard qui va vous présenter le projet Groove. Donc déjà, c'était pour vous. L'idée de ce webinaire, c'était de vous raconter où on en est du projet et comment ça peut vous impacter aussi sur ces secteurs. L'idée, c'est de commencer par pourquoi les fermes de Galie ont été amenées à travailler sur ces projets de serre en toiture et comment ça s'est construit. Donc pour commencer, si j'arrive à passer la slide, voilà. Les fermes de Galie, aujourd'hui, c'est donc une entité qui est une entreprise agricole et de paysage, et donc il y a une diversité d'activités en lien avec la nature et la ville. Il y a deux grandes catégories d'activités. La première, c'est le lien à l'agriculture et au grand public, donc sous la marque Les Fermes de Galie, où on va avoir des fermes agricoles classiques, céréalières, des fermes fruitières et une cueillette en libre service où on fait du maraîchage et du verger et où les gens viennent cueillir du côté de Versailles, viennent cueillir les légumes tout au long de la saison. On a aussi des fermes pédagogiques, on a aussi un magasin de producteurs, donc c'est vraiment tourné sur le lien entre agriculture et consommateurs. Et puis il y a une autre partie qui s'est développée il y a quelques dizaines d'années, qui est la partie service aux entreprises. Donc comment on va apporter du paysage, faire le lien entre biodiversité et usage urbain pour apporter du paysage, de la nature, de l'agriculture. Et l'agriculture urbaine se situe à cheval entre ces deux mondes, donc d'apporter de l'agriculture au cœur des villes et d'en faire profiter les urbains. Et les fermes de Galie sont construites du coup sur ces deux axes, avec d'abord différentes fermes au fil du temps, des années, voire des siècles, autour de Paris. Et sur ces fermes, des services qui se développent. Donc, comme je vous disais, d'abord des services très liés à la terre avec une cueillette libre-service, avec petit à petit un lien de plus en plus fort avec la ville, avec la ferme de Saint-Denis, qu'on va vous présenter plus en détail, où on se retrouve complètement avec une petite ferme au cœur d'un tissu urbain qui évolue très vite. Et puis du service aux entreprises, avec des potagers pour des entreprises, comme ici pour l'entreprise Fleury-Michon, pour faire plus de liens entre la production et la transformation. Et petit à petit, la ville grandissant, on grandit avec et on se retrouve sur les toits, avec ici des aménagements de jardins productifs pour les salariés d'une entreprise, où le directeur général voulait vraiment que ce ne soit pas que de la pédagogie, mais qu'il y ait un vrai enjeu de production pour les salariés pour qu'ils puissent se nourrir et découvrir des nouveaux produits. Et toute cette continuité nous a amené en 2015-2016 à construire un premier projet de ferme urbaine en toiture au cœur de Paris, sur 2000 m², sur 4 toits attenants d'un bailleur social dans le 14e, dans le cadre du projet Pariculteur.
Et on a remporté ce projet, même si, enfin, remporté le concours pariculteur, même si le projet n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Mais en tout cas, on a commencé à se poser vraiment la question des serres en toiture, ça veut dire quoi? C'est intéressant pour produire plus, mais ça pose plein de contraintes de construction, réglementaires, d'accès, etc., de coûts. Donc, comment on peut optimiser ça? Et c'est à ce moment-là qu'on a été contacté par le consortium GROUF, donc qui se préparait à déposer un projet européen et qui cherchait un partenaire en France pour construire cette réflexion sur les serres en toiture. L'hypothèse de base, et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'était vraiment le côté de on a un vrai enjeu d'alimentation des villes. Aujourd'hui, les serres et toute la production est à l'extérieur de la ville. Vous avez du transport qui ramène cette production en ville, et en ville, vous avez des immeubles qui ont des problématiques de perte de chaleur, d'efficacité énergétique. Est-ce que on peut combiner les deux en mettant des serres en toiture qui vont d'une part raccourcir les filières alimentaires en produisant directement à côté des consommateurs, mais aussi valoriser l'énergie qu'on peut avoir perdue des bâtiments pour permettre de chauffer les serres. Ce qui fait que le projet GROUF, tel qu'il s'est construit, et on vous détaillera un peu plus les partenaires et l'organisation dans le cours de la présentation, mais il est vraiment à cheval entre plusieurs thématiques. C'est-à-dire qu'on va parler d'urbanisme, on va parler de flux alimentaires, on va parler de climat et d'environnement urbain, on va parler de techniques de production de serre, et du coup, l'intérêt d'un projet européen, c'était vraiment de pouvoir combiner différentes compétences de différents acteurs pour essayer de faire avancer la filière sur le sujet. Et donc, pour continuer là-dessus, moi, je vais commencer par vous parler des gaz à effet de serre. On parlait de climat, on parlait d'environnement, et donc c'est une thématique qui est importante. Tout le monde connaît forcément de près ou de loin l'effet de serre, où les infrarouges émis par le sol sous l'effet de l'action du rayonnement solaire sont retenus par certains gaz dans l'atmosphère et retournent au sol, chauffant un peu plus la Terre. Normalement, c'est un phénomène naturel qui est contrebalancé par d'autres processus. Sauf que les activités humaines, elles produisent un surplus de gaz à effet de serre, et on retrouve ce surplus dans toutes les activités quotidiennes. Là, on a entouré quelques domaines, donc l'énergie, le transport, l'agriculture et le bâtiment, qui, tous ensemble, représentent 69% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les domaines qui vont nous intéresser le plus aujourd'hui, et c'est non négligeable. Les conséquences associées à tout ça, elles sont multiples et tristement connues. Donc, on a les effets d'îlots de chaleur, la pollution de l'air. Sur la diapo suivante, on a des chiffres qui sont très intéressants. Donc, par exemple, ce plus 15 degrés Celsius en agglomération à l'horizon 2100, c'est alarmant, sans parler des problèmes que ça pourrait engendrer. Il ne faut pas oublier que le réchauffement climatique, il implique tous les domaines, même certains auxquels on ne pense pas forcément, comme la biodiversité, par exemple. Donc, agir sur le bilan carbone, agir sur les gaz à effet de serre, ça permet d'agir sur plusieurs leviers environnementaux, de la température des villes à la perpétuation des espèces. Et pourquoi on s'intéresse au CO2 dans le secteur agricole? C'est qu'aujourd'hui, le secteur agricole est fortement consommateur d'énergie, et que cette énergie a un impact direct sur les émissions de CO2. Là, ce que vous avez, c'est l'exemple pour des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre associées pour des serres de tomates. Et ce qu'on voit dans ce schéma qui a été fait par des partenaires du projet GROUF, c'est que tout ce que vous voyez en rouge, c'est la consommation, c'est les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de chaleur pour chauffer les serres. Là, on travaille sur la tomate. La tomate, c'est un légume-fruit qui a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur pour pouvoir se développer. Et donc, dans nos contrées, en Europe, notamment en Europe du Nord, on va consommer beaucoup de chaleur pour arriver à faire se développer les plantes. Mais on voit que dans le bilan carbone, il n'y a pas que ça. Il y a de l'énergie grise, donc c'est-à-dire toute l'énergie et tout le CO2 qui a été émis pour construire la structure de la serre en tant que telle. Donc on va utiliser du plastique, on va utiliser du verre, on va utiliser du métal. Et tout ça va émettre aussi du CO2 sur le bilan global de la production en serre. Vous avez aussi d'autres indicateurs qui sont le transport, qui sont le changement d'usage des sols. À partir du moment où vous allez mettre une serre sur un sol, vous artificialisez en partie le sol, vous changez les cycles naturels, et donc une partie de la captation et du cycle du CO2 naturel est entravée. Et puis vous avez d'autres consommations qui sont de moindre importance, mais sur tout ce qui est la fertilisation et les autres consommations énergétiques.
Ce travail, il a été fait à partir de données bibliographiques sur toute l'Europe, mais on voit que c'est on va dire le meilleur scénario. Ça veut dire que dans des serres qui vont être moins isolées, moins bien conçues, on peut avoir des scénarios, et c'est le petit graphique que vous avez à droite, où l'énergie de chauffage, au lieu de représenter 70% des émissions de gaz à effet de serre, va représenter jusqu'à 95%. Donc la question de l'énergie et de comment on gagne en efficacité énergétique, elle est centrale dans la production agricole. Et un des enjeux de groupe, c'était de se dire, est-ce qu'on peut récupérer l'énergie du bâtiment pour arriver à diminuer ce bilan carbone? Et c'est ainsi que naquit le projet Groof, dans l'objectif, avec une thématique importante qui est la thématique réduction du carbone. Donc il y a plusieurs axes de recherche au niveau des programmes européens Interreg. Et là, c'était vraiment l'enjeu carbone. Et du coup, le but du projet, c'est de réduire les émissions de CO2 dans les secteurs de l'agriculture et de la construction en combinant les deux approches, les deux expertises, de réduire les barrières pour ce marché. On verra qu'il y en a beaucoup, à la fois dans la complexité du projet, dans le type d'acteurs à rassembler, mais aussi dans le montant financier de certains investissements. Et puis d'accompagner la mise en place de ces filières, à la fois par du coaching, de l'accompagnement des premiers des porteurs de projets, et aussi par l'expérimentation et la mise en place de cas de pilotes dans différents pays. Et donc c'est un projet qui est européen, qui s'est élargi cette dernière année pour donner encore plus d'ampleur, mais qui rassemble des partenaires d'origine et de secteurs très variés autour du même but, ne serait-ce que pour la France. Donc Ferme de Galine, où c'est plutôt sur la partie vraiment production, exploitation, commercialisation de produits agricoles. Et sur les partenaires français, on a l'Astre d'Or, qui est l'Institut technique du végétal, donc plutôt sur l'horticulture, et le CSTB, le Centre technique du bâtiment. Donc ne serait-ce que sur les partenaires français, on a une grande diversité d'acteurs, de cultures, de façons de faire, qui amènent à créer cette expertise commune et à essayer de trouver un langage commun pour améliorer les interfaces entre ces différents mondes. Et donc les principales activités du projet, d'abord ça a été un état de l'art, c'est-à-dire quelle réglementation s'applique en Europe sur ces sujets, comment on arrive à donner de la visibilité aux porteurs de projets à travers des guidelines, et je vous en reparlerai à la fin, et puis comment on le met de façon opérationnelle. Donc avec du coaching d'une dizaine de projets sur les 3 dernières années, et puis un nouvel appel à coaching aujourd'hui pour accompagner les porteurs de projets dans la mise en place de ces projets. Et puis le développement de méthodes d'évaluation de la durabilité des serres, c'est-à-dire que derrière, on cherche vraiment à quantifier quel est le vrai impact carbone des différents types de serres. Et donc ça, on le fait à travers la bibliographie, mais on le fait aussi en vrai, sur le terrain, avec 4 pilotes de serres qui sont faits dans 4 pays différents. Et tout ça, on le fait vraiment dans un côté métabolisme. Ça veut dire qu'on ne considère pas les objets, la serre, le bâtiment, le consommateur, etc., comme des objets isolés, mais on les inclut vraiment dans du métabolisme, dans des flux, et en voyant comment tout ça peut s'inscrire dans les flux et comment ça prend un sens pour que l'agriculture ne fasse pas que produire des produits agricoles, mais puisse apporter aussi du service de valorisation des eaux, de récupération de la chaleur, de traitement des déchets. Un des enjeux de Groof, c'est de se dire, notamment sur la chaleur et sur le CO2, sur l'énergie et sur le CO2, comment on crée des synergies entre le bâtiment et la serre. Et donc, un des enjeux, c'est de se dire que sur la période plutôt hivernale, la chaleur perdue par le bâtiment va chauffer la serre. Le bâtiment perd jusqu'à 20% de son énergie par le toit. Donc, cette énergie, elle chauffe l'atmosphère urbaine, elle participe à l'îlot de chaleur urbain. Et donc, si on arrive à en capter une partie dans la serre et si on arrive à ne pas avoir à chauffer la serre en plus avec des énergies fossiles, c'est tout bénéfice. Dans certains cas, on peut même récupérer le CO2 émis du bâtiment pour booster la croissance des plantes. Et dans l'autre cas, on peut aussi utiliser la serre comme capteur de chaleur, c'est-à-dire que pendant les belles journées d'hiver ou en saison estivale, on n'a pas forcément besoin de chauffer dans le bâtiment. Par contre, on peut avoir besoin de créer de l'eau chaude sanitaire et la chaleur captée dans la serre peut permettre de préchauffer l'eau chaude sanitaire et donc là encore de faire des économies d'énergie. Les 4 pilotes qui vont travailler sur le sujet, qui vont être étudiés, ce sont celui d'EBF, donc une entreprise allemande qui fait de l'autoconstruction de serres et qui conçoit des serres pour les spécialistes, mais sur un modèle de serre adossée ou de serre chinoise, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un pan arrondi qui est exposé à la lumière, le reste est isolé, est fortement isolé et opaque pour garder le maximum d'énergie à l'intérieur.
Vous avez un pilote qui est à Bétambourg, donc c'est au Luxembourg, conçu par l'IFSB, un centre de formation agricole, pardon, au métier du bâtiment. Et là, le choix a été fait d'avoir une serre beaucoup plus architecturée qui s'inclut dans le bâtiment, donc avec un format qui est plus un format lié au bâtiment et moins les images classiques de serre qu'on a, et d'y produire pour le restaurant qui est situé juste en dessous, restaurant d'entreprise. Il y a le pilote des fermes de Galie, dont on va vous parler plus en détail par la suite, mais qui, lui, a pris un modèle plus agricole, de se dire on veut vraiment une serre qui est plus économique en investissement et qui va répondre à des enjeux principalement agricoles, voilà. Donc avec des choix de matériaux et des choix de design spécifiques. Et enfin, la serre de l'Université de Liège, qui, elle, a une optique recherche au sein d'une université, et dont l'enjeu est vraiment de pouvoir avoir différentes cellules qui vont permettre de tester des variétés, de tester des modes de culture. Donc déjà, cette variété de serres présente l'intérêt en fait, du projet, c'est de pouvoir dire que chaque serre va répondre à des enjeux d'un territoire particulier, qu'en ayant les mêmes méthodes de conception, les mêmes enjeux de projet, on arrive à des designs de serres totalement différents. Et c'est ça l'intérêt d'échanger, c'est que ça va permettre d'adapter les serres, les designs de serres aux différents contextes. Et toutes ces serres ont été conçues avec les différents partenaires du projet Groof, et elles vont être monitorées de la même façon, c'est-à-dire qu'on met des capteurs de CO2, d'énergie, etc., pour que les simulations d'efficacité énergétique qu'on a faites en amont puissent être vérifiées au fil des années pour regarder quel type de design de serre répond au mieux aux enjeux climatiques et comment on peut en sortir des règles de construction et des conseils demain pour toute la filière. Voilà. Et donc, on va passer maintenant après cette introduction sur le cœur du projet et pourquoi on en est là, à vous présenter pourquoi on le fait sur la ferme urbaine de Saint-Denis et comment on voit cette ferme urbaine de Saint-Denis. Pourquoi on vous présente ça? C'est parce que une serre de 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, c'est vraiment tout petit. C'est-à-dire trouver une viabilité économique pour une serre comme ça, c'est très compliqué aujourd'hui. Et donc, la plupart des serres du projet Groof, en fait, elles s'inscrivent dans un contexte plus global avec des acteurs qui font d'autres activités. Et donc, la façon dont on construit la serre est très liée aux interactions qu'elle a avec l'environnement autour. Donc, ça nous semblait important de vous présenter comment cette serre s'inclut dans le territoire de la ferme de Saint-Denis. Donc pour ça, pour pouvoir parler de ce projet de serre, on va replacer d'abord la ferme dans son contexte territorial. L'alimentation, elle a tout le temps été le fer de lance du développement économique des territoires. Et donc, on a mis sur cette petite diapositive un aperçu de ce qui s'est passé sur les 2-3 derniers siècles en Île-de-France. Pour une population qui est passée de 700 000 habitants à plus de 11 millions d'habitants, la distance moyenne d'approvisionnement, elle est passée de 150 à 660 km en moyenne. C'est d'ailleurs le petit rond gris que vous pouvez voir en bas des illustrations à gauche. Donc ça, c'est la conséquence d'un essor des transports de marchandises et aussi la spécialisation des territoires qui avaient des conditions pédoclimatiques plus favorables à certaines productions que le bassin parisien. Ça veut dire qu'il y avait certains endroits qui avaient un sol et un climat plus propice à faire pousser des végétaux qu'on s'échinait à faire produire autour de Paris. Donc le revers de la médaille, ça a été la perte de compétitivité des terroirs locaux. Alors qu'au XVIIIe siècle, on avait le maraîchage qui battait son plein dans la région, et particulièrement dans la plaine des Vertus, en lieu et place de communes comme Saint-Denis, par exemple, qu'on va situer juste après. La distance moyenne d'approvisionnement pour les fruits et les légumes, qui est l'élément central du maraîchage, elle était de 87 km. Donc, vous pouvez le voir, c'est le petit rond vert en bas des illustrations à droite. Aujourd'hui, la production, elle s'est étirée sur le territoire français, mais aussi dans le monde. Et le maraîchage, il a été en grande partie remplacé dans les villes. Et donc, ce qui se passe, c'est que la distance d'approvisionnement moyenne pour ces mêmes denrées, elle est passée à 790 km. Donc, c'est fini le temps du maraîchage qui dominait le territoire avec ses productions astronomiques, totalement astronomiques. Les villes, elles n'ont plus d'autonomie alimentaire et les meilleures, elles peinent à passer le seuil des 5% des besoins couverts. On le voit sur cette carte, par exemple, des villes comme Rennes, Angers, Nantes, Avignon, Valence. Donc, pourquoi ce constat nous intéresse ici? Eh bien, c'est parce qu'on a aménagé des filières qui sont longues
donc des filières spécialisées, hein. Elles sont longues, parfois très éloignées, et donc très dépendantes des énergies fossiles, donc avec un bilan carbone qui est élevé, parce qu'il faut importer les produits des autres territoires et il faut exporter sa propre production. Donc, en plus de ça, il a fallu sélectionner parfois des variétés résistantes pour éviter que les produits arrivent avec une moindre qualité à la fin du transport. Donc là, se posent des questions déjà sur nos filières, sur l'agencement des villes, mais là, pour ce webinaire aujourd'hui, surtout sur l'accès à l'alimentation avec tout ce transport et la qualité. En Île-de-France, en soi, la production elle est couverte à 200% pour ce qui est du blé. Si Nicolas, tu peux revenir juste sur celle d'avant. On voit par exemple à gauche, sur la répartition au texte, que le bassin parisien, il est tout jaune. Il y a les grandes cultures, on a du blé. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le reste. Et tous les territoires ne sont pas égaux parce que la demande, les besoins, l'offre ne sont pas les mêmes de partout. Et d'ailleurs, ce point de l'approvisionnement, il a été mis en évidence avec la crise sanitaire du coronavirus. Il y a des départements comme par exemple la Seine-Saint-Denis, où on trouve des communes comme Saint-Denis et plus généralement l'établissement public territorial de Plaine Commune, que vous voyez entouré en noir ici. Ces départements ont eu du mal à s'approvisionner en produits frais. De l'autre côté de la balance, nous avons une population avec un niveau de revenu qui impacte directement la capacité à acheter en quantité, diversifiée ou de qualité. On le voit bien avec ces deux petites cartes que j'ai décidé de vous montrer parmi la myriade de données qui sont disponibles et qui montrent bien les données. Donc avec à gauche l'indice de développement humain en fonction des territoires et à droite le taux de pauvreté. Et quand on regarde ces deux cartes, on voit que la différence, elle est criante, par exemple, entre la Défense au sud-ouest, qui est en vert avec un taux de pauvreté inférieur à 10%, et Plaine Commune, que j'avais dit entourée en noir. Donc ça rend l'implantation de la ferme au cœur de Saint-Denis, donc au cœur de Plaine Commune, d'autant plus intéressant. Vous pouvez voir, c'est le petit point noir qui est au milieu de Plaine Commune. Alors, je vous parle de ces genres de problèmes, des inégalités territoriales, il y a aussi des débats, mais on ne va pas rentrer non plus trop loin dans les détails. Le but, c'est surtout d'introduire certains défis du territoire et l'accès à l'alimentation en est un. Il y a aussi des choses qui sont faites pour pallier à ces problèmes, mais il y en a même plein de choses, mais on ne va pas rentrer dans les détails non plus ici. Donc, Et du vas-y, Nicolas. Non, et du coup, pourquoi on vous raconte ça? C'est vraiment que la ferme, aussi petite soit-elle, c'est-à-dire c'est 2 hectares, un peu plus de 2 hectares dans un cœur très urbain, on la conçoit vraiment en fonction de son territoire, en fonction de comment elle peut compléter ce qui existe, comment elle peut pallier certains manques, à la fois sur l'alimentation, mais aussi sur le climat, comme on va le faire ici, et de raisonner ces filières à différentes échelles et avec les acteurs autour. Donc on essaye d'appliquer au maximum ce raisonnement à différentes échelles, parce que l'agriculture urbaine, elle va structurer le paysage urbain et elle va créer de nouveaux usages, même si elle est à petite échelle. Et quand on a repris en 2017 la ferme de Saint-Denis, on était dans une ferme de filière longue. Ça veut dire qu'elle avait beau être en plein milieu urbain, c'était une ferme qui était en fait un bout d'une ferme de 80 hectares, répartie entre ce territoire, le Val d'Oise et l'Oise, qui s'était spécialisée, comme on le voit sur les photos, sur de la salade et des radis. Donc ce qu'on voit sur la gauche, c'est les photos anciennes de l'organisation il y a plusieurs décennies. Donc on avait une logique de forçage vraiment des cultures, type des maraîchers parisiens, mais après elle s'était spécialisée sur des cultures plus standardisées qui alimentaient les grandes surfaces locales et qui alimentaient le marché. Quand on a récupéré la ferme, donc suite à un appel à candidature de la mairie, parce que la ferme appartient à la mairie, le foncier appartient à la mairie, l'enjeu ça a été de l'adapter à une ferme qui faisait plus 80 hectares, mais qui faisait que 2 hectares 3, en plein cœur urbain, avec un McDo juste à côté, avec des quartiers qui poussent dans tous les sens, avec les Jeux Olympiques qui arrivent à Saint-Denis et le nouveau métro, le Grand Paris Express. Et donc l'enjeu, ça a été de se dire comment on en fait un outil qui est dimensionné par rapport à la ville. Et donc il y a 2 axes qui ont été développés. Un premier qui est l'axe de la ferme productive, mais on est sorti de la spécialisation salade radis pour aller vers une culture plus diversifiée destinée à alimenter un marché local. Et un marché, c'est un marché vraiment sur la ferme, c'est une boutique à la ferme avec les produits locaux. Et puis à côté, comme on est en ville, comme il y a un enjeu de ne pas faire une ferme complètement isolée du monde avec des grandes barrières et seulement de la production, il y a l'idée de faire venir les gens dans la ferme, donc les faire découvrir
à la fois le lieu, et faire se balader, on l'a vu avec les différents confinements qu'on a pu connaître, que les gens étaient très contents de venir à la ferme pour avoir un bol d'air et pouvoir sortir un peu de leur quotidien, et puis aussi pour leur expliquer pourquoi cette ferme fonctionne, comment elle fonctionne, dans quelle histoire elle se situe. Et donc il y a tout un aménagement de parcours pédagogique et d'ateliers pour les écoles, pour les familles. Et le projet GROUF, c'est ce que vous voyez ici, la serre en toiture, elle vient s'intégrer dans ce contexte-là, dans ce contexte d'une ferme qui est à la fois productive et à la fois qui se veut pédagogique pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire demain dans les fermes urbaines, comment on peut proposer d'autres aménagements urbains. Et pourquoi ce projet il a pu se faire ici? C'est parce qu'il y a un engagement fort des collectivités locales. Et ça, enfin, on a à cœur d'insister parce que c'est assez rare aujourd'hui qu'il y ait des villes qui prennent des paris aussi tranchés sur l'agriculture et sur l'agriculture urbaine. La ferme était une ferme familiale et dont le foncier a été racheté dans les années 80 par la ville de Saint-Denis. Et la ville de Saint-Denis a fait le choix, dans un contexte de forte urbanisation, de ne pas l'urbaniser, de le protéger et de le classer en zone agricole. Et donc, quand René Kersanté, qui, autour des 70 ans, a décidé de prendre sa retraite, il y a eu un appel à candidature pour la succession et les fermes de Galie ont postulé et on a remporté le projet. Et donc, pour exploiter cette ferme. Mais ce n'est pas pour une exploitation précaire, c'est-à-dire qu'il y a un bail agricole qui a été concédé pour 25 ans. Et un bail agricole, en France, c'est quelque chose d'extrêmement engageant. C'est très difficile d'expulser, on va dire, un agriculteur qui a un bail agricole sur un terrain comme ça. Donc ça veut dire que la ville a vraiment eu à cœur de développer un projet agricole sur le long terme. Et le fait de le proposer comme ça permet à l'exploitant, en l'occurrence les fermes de Galie, d'investir. Ça veut dire que si vous avez une occupation précaire, on ne fait pas des investissements massifs pour adapter l'outil de production. Là, comme il y a de la visibilité, ça permet à l'entreprise de se faire financer par les banques pour réadapter les bâtiments, pour renouveler la ferme, pour proposer des nouvelles choses et faire du pari du long terme en lien avec le territoire. Et ça, je pense que c'est vraiment important, en tout cas dans le projet, c'est d'avoir cette visibilité. Sinon, on ne peut pas se permettre de lancer des productions ou des choix comme la construction d'une serre en toiture qui est un projet sur plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et donc, pour rendre le projet un peu plus concret, puisqu'on est actuellement en visio, on vous propose une petite visite interactive de la ferme avant d'attaquer la serre du projet GROUF en tant que tel. C'est ça, avec un ciel bleu, parce que parfois il fait beau à Paris. Quand on rentre là, vous pouvez voir directement le chantier du local. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On rentre assez rapidement dans la remise qui n'est autre qu'une exposition d'anciens outils d'agriculture et de maraîchage qui étaient utilisés sur le territoire même. À côté de ça, on a les ateliers dans un bâtiment qui ressemble à une serre, avec ce premier atelier pain qui ravit aussi bien les grands que les petits, donc pour des groupes d'entreprises ou même pour des groupes scolaires. On n'a pas que ça, il y a d'autres activités. Donc, par exemple, l'atelier jus de pomme avec ce pressoir de ce côté et derrière l'atelier beurre, parce qu'il faut savoir que la baratte à beurre, c'est un très bon moyen pour vos enfants dépensent beaucoup d'énergie pendant la journée. Donc, voilà, quelques petits ateliers pour mettre la main à la pâte, découvrir un travail artisanal. Alors, ici, on a quelques graines. Il faut bien voir à quoi ressemblent les plantes avant qu'elles sortent de terre. On rentre dans la serre, à côté du bâtiment d'atelier qui est, on a l'impression, est c'est la même chose en termes d'architecture. On a dedans des productions hors sol, donc poivrons, aubergines, tomates, des belles petites récoltes qui vont venir compléter l'offre du marché de la ferme. Dans cette même serre, on a même d'autres petites productions. On va avoir des herbes aromatiques ou des salades qui poussent sur d'autres techniques hydroponiques. Donc là, au premier plan, il y avait le Zip Grow. Il y a aussi des tours hydroponiques, là, d'autres trails hydroponiques. Donc ça permet d'avoir d'autres productions en petite quantité. Et c'est aussi un démonstrateur de techniques hors sol et qui sont vraiment appliquées. On arrive alors dans la partie pédagogique de la serre, de la ferme, avec tout d'abord le démonstrateur de techniques de culture d'hier et d'aujourd'hui. C'est un espace qui demande du temps et de l'énergie parce qu'il faut s'occuper de plein de petites surfaces très différentes, mais c'est visuel et donc ça plaît beaucoup. Donc ça vaut le coup. Voilà encore d'autres anciens outils exposés, des outils qui ont préfiguré ce qu'on voit aujourd'hui. Ça donne un petit peu de cachet à la ferme.
On a aussi des panneaux pédagogiques un peu de partout dans toute la ferme. Les animaux, parce qu'il n'y a rien de mieux que les animaux de la ferme pour pouvoir renouer le lien avec la nature et voir par exemple une petite chèvre venir vous voir pour quémander un brin d'herbe supplémentaire. Un espace un peu plus convivial avec des tables de pique-nique, parce qu'on ne vient pas forcément à la ferme pour 1 heure ou 2, on peut venir pour une après-midi même, par exemple. Et on arrive dans la partie production. Donc la partie production en tant que telle, avec ici du maïs doux, qui est très demandé dans le quartier. Et juste derrière, les courges. En ce moment, il y a des courges qui sont aussi très appréciées en cette période, parce que autour d'Halloween et la Toussaint, il y a des activités qui sont proposées, comme par exemple l'atelier de découpe de citrouilles pour Halloween. Et on arrive à nouveau sur le marché qui présente les produits de la ferme. Donc, c'est du local, de la qualité, à un prix abordable pour les habitants. On a même une offre qui est complétée par des productions d'autres agriculteurs qui sont plus éloignés du site. Donc, par exemple, des pommes et des pommes de terre du Val d'Oise. Et enfin, dans la petite boutique, des produits plus plaisir avec des confitures pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et le jus de pomme, la marque emblématique des fermes de Galie. Voilà pour ce petit tour de site. J'espère que c'était suffisamment fluide pour vous comme petite vidéo. Et je vous propose maintenant qu'on parle de la serre et de son chantier qu'on avait à pas trop vous montrer sur cette vidéo. Voilà, donc après la petite visite touristique proposée par Théo, l'idée c'était voilà, vraiment vous montrer le contexte pour comprendre pourquoi on l'avait construite ici. Et on va rentrer vraiment dans le détail de la construction de la serre. Hélas, comme vous l'avez compris, la serre n'est pas finie. Donc vous allez voir les photos de l'état d'avancement, mais le Covid a rendu la réalisation du chantier, l'approvisionnement en matériaux assez compliqué. Donc on n'a jamais été aussi près du but de la construction, mais pour le moment, le chantier n'est pas fini. Donc la prochaine fois, on vous invitera directement sur Saint-Denis pour profiter du site. Et donc on profite de ce webinaire pour vous expliquer pourquoi et comment on l'a conçu. Déjà, pourquoi mettre une serre en toiture? Ce que vous avez vu sur les images, c'est qu'on est sur une ferme, donc il y a de la place au sol, et on se demande pourquoi s'embêter à mettre une serre en toiture. Et en fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en termes de surface de production, c'est pas si grand que ça. C'est-à-dire quand on enlève toutes les circulations, quand on enlève tous les équipements, en termes de surface de production, on a 1,7 hectare. 1,7 hectare par rapport à une population extrêmement dense autour, donc des vrais besoins alimentaires autour. D'autre part, il y a, grâce à la visibilité long terme dont je parlais, il y a tout un programme de rénovation des investissements, des bâtiments, rénovation des bâtiments pour les mettre à jour, parce que certains avaient 70, 100, 200 ans. C'était une ferme qui avait évolué au fil des générations dans la même famille. Et donc, il y avait des choses qui étaient plus adaptées soit aux normes de sécurité aujourd'hui, soit aux besoins agricoles en termes de stockage de matériel, soit aux normes de travail pour les salariés. Voilà. Donc ça, c'était aussi une opportunité. Enfin, et on aurait dû mettre un S à production, les études de sol ont montré que dans les sols urbains, il y avait des traces de pollution. Donc on n'est pas sur des niveaux très élevés de pollution, mais les traces qui ont été identifiées incitaient à limiter certaines productions, parce que les plantes ne vont pas accumuler de la même façon en fonction de leur famille les polluants. Donc il y avait quelques métaux lourds qui limitaient certains types de plantes. Et enfin, vous l'avez vu dans la serre, on a déjà une petite serre avec des tomates et des aubergines. Ce sont des produits très prisés qui font plaisir et qui changent des blettes et des courgettes. Et donc pour ces produits, c'est vraiment beaucoup plus sûr. Il y a moins de maladies, il y a besoin de moins de traitements. On peut avoir une production beaucoup plus sûre et en plus grande quantité quand on les produit en intérieur. Et on ne pouvait pas, pour des raisons d'urbanisme, construire plus de serres en extérieur. Donc l'idée, ça a été de dire, combinons la rénovation des bâtiments et la serre en toiture. Et à la base, le projet Groove, comme je vous le disais au début, il n'était pas du tout fait pour être sur ce site. On était sur un autre site qui était en centre de Paris, avec 2 serres en toiture. Et en fait, c'est le 5e site qu'on étudie pour le projet. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que c'est pas si facile de faire un projet de serre en toiture. C'est des choses qui prennent du temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions de propriété du bâtiment, de type d'accès à la toiture, de construction du site, de renfort, d'assurance pour l'étanchéité, etc. Et que quand on n'a pas la maîtrise foncière du site, ce qui était le cas sur les 4 autres sites qu'on a étudiés, ça peut être compliqué de faire le projet ou on manque de visibilité. Et donc finalement, on a fait ce projet à un endroit où on avait la maîtrise foncière et on savait qu'il y avait un vrai intérêt localement pour pouvoir le construire.
Donc, je pourrais détailler ce point-là par la suite si vous le souhaitez dans les questions. Mais la question du choix du site est vraiment essentielle pour ce type de projet, étant donné la durée du montage de ces projets de serre en toiture. Ce qui nous amène à faire une serre sur la ferme de Saint-Denis. Et du coup, c'est poser la question de quel type de serre. Sur le premier projet qu'on avait fait à Rue Didot, on était sur une serre en verre, en étage. Là, on est sur une serre en polycarbonate, donc en plastique, avec du polycarbonate rigide sur les bords et de la double paroi gonflable en toiture, ce qui est une sorte de double couche gonflée, comme son nom l'indique. L'intérêt de ça, c'est qu'on a une très bonne isolation thermique de la serre et qu'on peut avoir des performances thermiques équivalentes, voire supérieures à de la serre verre. Pourquoi on a des serres verres et pourquoi on a des serres plastiques? En fait, souvent, c'est une question d'accès et de sécurité. Quand on a des serres qui sont très hauts sur les toitures ou qui doivent accueillir du public, donc avec des normes type ERP, souvent, c'est les serres verres qui vont être préconisés pour des questions d'assurance, pour des questions de normes de bâtiment. Nous, on a la chance, comme vous l'avez vu sur la visite, d'avoir d'autres lieux d'accueil, des salles d'atelier. Donc, on n'avait pas besoin que cette serre puisse être un lieu d'accueil. Donc l'enjeu, c'était vraiment de se dire, on a 360 mètres carrés de serre, utilisons-les au maximum pour produire. Voilà. Et d'où le choix de se dire, puisqu'on est dans un modèle qui est un modèle économique de production, essayons d'avoir vraiment des codes de la production, c'est-à-dire d'avoir des coûts qui sont raisonnables pour permettre que demain, ces filières ce type de serre puisse se dupliquer et qu'on ne soit pas sur des montants exorbitants. À titre d'exemple, aujourd'hui, la serre en tant que telle, elle va nous coûter autour de 70-80 000 euros, là où la plupart des serres en verre de même surface vont coûter entre 300 000 et 600 000 euros selon la complexité. Donc, dans l'idée d'un modèle économique de production, c'était vraiment important. Ce qu'on a pris en compte aussi pour la conception, c'est l'important, c'est les charges admissibles en toiture. Nous, on a des systèmes hydroponiques, on va vous en parler, donc ça pèse assez peu. Et donc, on a adapté la structure de la toiture pour permettre de porter ça. Le choix des matériaux, j'en ai parlé, et l'accès au public. Comme on est dans une ferme qui a aussi des fonctions pédagogiques, on a construit une coursive autour qui va permettre de voir ce qui se passe dans la serre sans que les gens ne rentrent dedans et qu'on ait besoin d'être dans des normes ERP. Je vais arriver à changer de page. Voilà. Et donc, spoiler, voilà l'état du chantier actuellement. Donc, on n'est pas sur une serre complètement construite, mais la dalle est finie. Et donc, la serre est livrée et il n'y a plus qu'à la poser par-dessus. Pourquoi ces retards de chantier? Globalement, on était prêt à construire au début du premier confinement. Puis, il y a eu des entreprises qui ont fermé pendant le confinement, qui ont mis la clé sous la porte. Et on a dû relancer des consultations. Et après, il y a eu des matériaux qui manquaient, des décalages de chantier. On a vraiment subi de plein fouet les différents aléas du Covid pour construire ça. Un autre élément qui est important dans la construction, c'est, et on en reparlera peut-être un petit peu après, mais c'est le choix des constructeurs et l'exigence qu'on peut avoir en termes d'énergie. Ce projet, il a été conçu pour être très performant en termes d'énergie. Donc on voulait qu'il soit vraiment performant, on a fait des études pour ça en amont, mais au début on était trop exigeant. Ça veut dire qu'on reste sur une serre qui est de petite surface, dans un moment où les constructeurs de serres ont énormément de travail avec tous les aléas climatiques, beaucoup de producteurs construisent des serres pour sécuriser leur production. Et donc, au début, on a été trop exigeant en termes d'efficacité énergétique de la serre et de design. Et donc, ça n'intéressait aucun constructeur de venir s'embêter en centre-ville à construire une serre, alors qu'il pouvait faire des hectares et des hectares en extérieur, à l'extérieur des villes. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et même quand on a allégé un peu notre cahier des charges, on a consulté 13 entreprises et on a eu une réponse définitive d'une entreprise. Voilà. Donc, il y a un équilibre à faire entre la performance, on va dire, théorique et ce qu'on voudrait faire, et puis la réalité de l'état actuel des constructeurs et des compétences qu'ils veulent bien mettre à disposition. Et ce que vous voyez ici, je ne sais pas si la vidéo se déclenche, peut-être un jour, voilà, c'est l'état initial du chantier. Du projet. Et donc, il y avait un hangar, mais qu'on a dû démonter parce qu'il n'était pas assez portant et les structures n'étaient pas adaptées. On a gardé une partie au fond qu'on conserve. Et après, du coup, on a reconstruit des poteaux, on a reconstruit une dalle qui soit à même de porter ça. Voilà. Donc, ça se recroisait avec le projet de
de réhabilitation de la ferme et de préparation d'ateliers pour que les salariés agricoles puissent travailler dans les meilleures conditions. Mais du coup, on a reconstruit un bâtiment support. Toute cette conception, elle s'est faite avec une logique d'optimisation thermique. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les partenaires de groupe et avec des bureaux d'études spécialisés pour modéliser le bâtiment et pour se dire comment on évalue un état initial et puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc, ils ont modélisé toutes les parois, tous les matériaux. Et ils ont mis ça dans un gros modèle qui a regardé qu'est-ce que ça consommait au fil de l'année en fonction des statistiques météorologiques. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et on a fait plusieurs hypothèses de faire du stockage d'eau en intérieur pour augmenter l'inertie, de mettre une ventilation mécanique pour échanger entre le haut et le bas, etc. Mais ce qui avait le plus gros impact en permettant d'économiser plus de 20% d'énergie, c'était de remplacer le mur nord, la paroi nord en plastique, en polycarbonate de la serre, par un mur en béton. Et donc ce mur en béton va isoler la paroi nord, mais va surtout capter beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur au cours de la journée pour pouvoir la restituer la nuit. Autre chose qu'on a eu dans ces enseignements des simulations thermiques, c'est qu'on pensait, nous, décaler beaucoup la saison de tomates, la faire plus tôt et plus tardive et plus précoce. Et en fait, les simulations ont montré que énergétiquement, on allait consommer beaucoup trop d'énergie et ça n'allait pas être intéressant ni économiquement ni environnementalement, étant donné la taille de la serre, sa surface, etc. Donc ça nous a amené aussi à changer nos itinéraires techniques pour avoir des choses qui sont plus cohérentes avec les enjeux climatiques locaux et avec la conduite de l'exploitation. Et le système de culture qu'on va avoir, ça va être de la culture sur gouttière. Donc, ce n'est pas forcément ce système-là qui va être mis en place, mais en tout cas, le principe est le même. C'est on cultive sur des pins de culture. Donc, en gros, c'est l'équivalent de sacs de terreau faits spécialement. Et les cultures sont conduites dedans, donc dans ce substrat, et avec de l'irrigation fertilisante, parce que les sacs de terreau, en tant que tels, n'ont pas assez d'alimentation, n'ont pas assez de nourriture pour tenir les plantes toute la saison. Et on va fonctionner en irrigation, et on pourra vous montrer ça dans un prochain webinaire ou même dans une visite en vrai sur site. L'irrigation est en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on a une irrigation qui va tourner, qui va être recyclée, de manière à valoriser au mieux l'eau et à limiter les effluents. Voilà. Et tous ces produits finiront au marché. On choisit les produits en complémentarité de ce qu'on peut faire en pleine terre pour alimenter le marché local. Voilà, donc globalement, le projet va ressembler à ça d'ici quelques mois et on sera ravis de vous accueillir dans ce site. Ce qui est important, je pense, de voir, c'est vraiment, et j'attire l'attention là-dessus, c'est vraiment le choix du modèle d'exploitation par rapport au projet. Voilà. Et donc là, nous, dans notre cas, et je regarde l'heure parce qu'on parle, mais on veut vous laisser du temps de questions aussi. Dans notre cas, c'était important de se dire que là, c'est une serre de 300 mètres carrés, 360, qu'on construit de manière, on va dire, sur un modèle plutôt agricole productif, qu'il y a différents types d'investissements agricoles possibles, et qu'à un moment, il faut se poser la pertinence par rapport au modèle économique. On vous met quelques ordres de grandeur d'investissement, alors qui seraient actualisés, ils ont 3-4 ans aujourd'hui, mais que, en gros, l'investissement pour mettre en place du maraîchage pleine terre, on va être 10 € par mètre carré environ, et on peut monter jusqu'à 2000 pour des fermes indoor aquaponiques. Et donc, il faut que les acteurs qui vont porter ces projets soient capables d'investir là-dedans, soient capables de le rentabiliser sur des petites surfaces, et le rentabiliser à la fois dans les investissements, mais aussi dans la main-d'œuvre, parce que plus vous allez avoir un système complexe, plus vous avez besoin de personnel spécialisé pour ça, que vous arriverez peut-être pas à rentabiliser, entre guillemets, sur une petite surface. Et puis après, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence aussi en termes de temps. Ça veut dire que si un projet dure 2, 3, 4, 5 ans en suivant le projet immobilier, il faut que vous ayez un acteur agricole qui soit capable de tenir ce délai et d'accompagner le projet sur la longueur. Et ce qui n'est pas le cas de tous les petits acteurs agricoles qui sont très occupés et qui n'ont pas forcément du temps à donner ou à vendre à côté en études et en accompagnement du projet en attendant que la serre sorte de terre ou sorte de toiture dans ce cas-là. Ce raisonnement énergétique, cette optimisation, cet ancrage dans le contexte local pour trouver les meilleurs systèmes d'exploitation, ça a été le cas pour les 4 pilotes que je vous présente ici. Et ça a permis d'avoir des simulations donc, qui seront vérifiées dans le monitoring, des simulations d'efficacité énergétique. Et on voit que nous, sur notre serre, a priori, avec le design qu'on fait, on fait une économie de 55% des émissions de CO2 par rapport à si on avait mis la serre en pleine terre indépendante du bâtiment. Voilà.
Alors, je ne sais, peut-être que, voilà, mais ça s'était effacé, les petites indications. Voilà. À l'Université de Liège, a priori, c'est 45% d'économie de CO2. À Bétambourg, à l'IFSB, on a 57% d'économie de CO2 par rapport, toujours, à si on séparait le bâtiment de la serre dans les simulations. On a un cas un peu particulier, qui est le cas de BF, où il y a aussi là beaucoup de production d'énergie, ce qui fait qu'en fait, ils ont un bilan qui est même positif, où ils sont à moins 104%. Ils annulent le bilan carbone de la serre par leur production d'énergie annexe. Tout ça, ce sont des résultats théoriques, très bien faits par des centres spécialisés, et que voilà, il y a tout un système de monitoring, comme je vous disais, de sondes, de capteurs et de protocoles pour regarder comment dans la réalité ça se traduit, et pour pouvoir donner des indicateurs demain aux porteurs de projets ou aux collectivités ou toutes les personnes concernées sur quel choix technique faire dans ces cas-là. Et ces choix ne vont pas se faire que sur les serres en toiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur les serres en toiture, mais la méthode, elle fonctionne dès qu'on va avoir une serre connectée au bâtiment. On peut avoir une serre adossée, on peut avoir une serre entre deux bâtiments, on peut avoir une serre connectée par un réseau de chaleur à un bâtiment. L'essentiel, c'est de penser les flux ensemble et c'est de concevoir le bâtiment en même temps que la serre. Voilà. Et donc là, le projet européen GROOF se dirige plutôt pour travailler maintenant sur les serres qui vont être connectées au bâtiment, qu'elles soient dessus ou à côté. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué de mettre des serres en toiture. Ça prend beaucoup de temps et c'est plus facile pour de nombreuses raisons de mettre des serres accolées au bâtiment. Et donc, c'est exactement les mêmes logiques et les mêmes compétences nécessaires. Voilà. Et donc, face à cette diversité de modèles et à tout ce qui reste encore à inventer, on a déjà publié des premiers résultats. Donc, les premiers, c'est des guidelines. Donc, ça existe en français et en anglais. C'est disponible sur le site que vous voyez là, mais qu'on pourra vous renvoyer, qui vont retracer les différentes étapes du projet, de sa conception à sa construction. L'enjeu est vraiment de créer un référentiel commun et un langage commun. Donc d'apprendre aux agriculteurs quelles sont les étapes des chantiers de construction et d'apprendre aux architectes quels sont les éléments essentiels pour comprendre les projets des agriculteurs. Voilà. Donc c'est un travail collectif qui a été fait, qui va être actualisé régulièrement et que je vous invite à regarder. L'autre sujet, c'est un open call. Donc, on a déjà fait du coaching de différents projets sur ces dernières années. Et donc, une dizaine de projets qui ont été coachés. Et puis après, les 5 lauréats, en tout cas les 5 plus avancés, ont pu poursuivre le coaching. Et du coup, c'est vraiment un accompagnement où on partage et on met en commun les compétences, les retours d'expérience. On partage entre les différents porteurs de projets et les différents acteurs de groupe pour essayer toujours de créer cette culture commune et de lever ensemble les barrières à la construction de ces serres. Et il y a un nouvel appel à projet qui a été lancé, donc je vous invite aussi à aller voir sur le site de groupe si ça peut concerner votre territoire ou votre projet, pour accompagner des projets dans d'autres pays et dans l'Europe. Et maintenant, que fait-on pour la suite? Pour la suite, nous, pour la partie Gali, ça va être principalement de finir la construction de la serre, de commencer à produire et d'avoir les premiers résultats du monitoring. Ça va s'accompagner aussi, en parallèle de la levée des restrictions progressives sur le Covid, de visites. Donc, l'idée du projet, c'est vraiment de partager. Donc, on va organiser des visites de sites, des masterclass, des visites techniques pour partager avec le plus grand nombre ce qui a été fait, aussi bien sur les 4 pilotes que j'ai présentés, mais dans d'autres événements et sur les sites des autres porteurs de projets qui ont été coachés. Et puis, la poursuite du coaching des projets, toujours dans l'idée de partager au maximum les résultats et puis encore toutes les questions qu'on a, parce que ça reste des secteurs qui évoluent très vite. Voilà. J'en ai fini pour la présentation. Et l'idée par la suite, c'était que si vous aviez des questions, s'il y a des choses qu'on a dit trop rapidement, ou des choses qui n'étaient pas claires, ou s'il y a des questions par rapport à vos projets ou votre territoire, nous sommes disponibles pour y répondre. Et du coup, je vais fermer la présentation pour vous voir en vrai. Merci Nicolas, merci Théo pour votre intervention. On a abordé plein de sujets aujourd'hui, donc il y a peut-être beaucoup de questions. Il y a déjà eu quelques questions dans le chat, notamment quand on évoquait le sujet donc, des émissions de CO2 donc, dues au secteur agricole. Il y a une question qui a été posée sur la production de méthane dans le secteur de l'agriculture. Est-ce que c'est un sujet qu'on a aussi regardé ou comparé par rapport au sujet du dioxyde de carbone, du CO2? Est-ce que c'est un sujet qui a été aussi
vous c'est aussi intéressé dans le cadre de Groove ou pas? Alors, on a triché un peu par simplicité dans la présentation. On a parlé de CO2, mais en fait, on aurait dû parler d'équivalent CO2 tout le temps. C'est-à-dire que tous les chiffres qui étaient donnés étaient en équivalent CO2, donc c'est en intégrant aussi le méthane, le protoxyde d'azote et tous les autres que je ne connais pas par cœur, avec leur coefficient de réchauffement global, dans l'idée de pouvoir vraiment pondérer tout ça. Voilà. Sur le méthane, j'avoue que nous, on travaille surtout sur les serres, donc surtout sur la production horticole, et le méthane est assez peu considéré, parce que c'est surtout l'élevage qui va le produire. Voilà. Par contre, il y a sur tout ce qui est les dérivés azotés, sur tout ce qui est engrais, là, il y a un vrai impact. Et donc, l'idée aussi de fonctionner en circuit fermé, d'avoir des engrais biologiques, des choses comme ça, peut aussi limiter, vous aviez sur les premiers graphiques, l'impact aussi de la fertilisation qui était autour d'une dizaine de pourcents sur la production de tomates. Donc, tout ce qui est engrais azoté, il y a un vrai intérêt. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas du tout traité l'élevage dans ce travail. Ok, merci. Il y avait d'autres questions qui concernaient plus la serre, donc la ferme urbaine de Saint-Denis, et notamment une question si on traitait l'eau sur le site par biofiltration. Et donc j'enchaîne avec une deuxième question plus sur le fonctionnement aussi de Saint-Denis. Est-ce que des AMAP en fait participent aux productions de la ferme? C'est-à-dire qu'il y a d'autres aussi associations qui peut-être interagissent avec la ferme de Saint-Denis ou aident à la production. Voilà, ces deux sujets-là, je ne sais pas si Théo ou Nicolas, vous voulez y répondre. Ouais, je vais répondre. Non, sur la biofiltration, a priori pas vraiment pour le moment. On est sur des engrais liquides, mais plutôt minéraux. Le temps de mettre en place ça, aussi parce que les équipes connaissent ça. Et donc on passera peut-être sur des engrais organiques aussi par la suite. Par contre, on est très vigilant à la qualité de l'eau parce qu'à partir du moment où on est en circuit fermé, c'est vraiment important d'arriver à faire ça. Donc, je vous avoue qu'on est encore en conception. Du coup, on a profité du temps qu'on avait en plus avec les retards de chantier pour rediscuter du type de station de fertirigation qu'on allait mettre, ce qui n'est pas évident parce qu'on veut quelque chose de performant, mais on ne veut pas non plus une usine à gaz pour 300 mètres carrés. Donc là, a priori, on a trouvé une solution qui nous plaît bien. Et ça, je vous propose d'en discuter au mois de janvier-février, quand on appuie sur le bouton on et qu'on regarde comment ça marche sur le sujet. Et voilà. Mais pour le moment, on ne va pas faire de biofiltration, a priori, dans les premières années. Et pour les AMAP, non, en fait, c'est surtout un marché qui fonctionne bien. Les gens sont contents de venir, il y a des AMAP sur le territoire, etc. Mais là, les gens sont contents aussi de venir sur la ferme. Donc, on travaille surtout directement avec un marché à la ferme, avec les produits de la ferme, comme disait Théo, et des produits d'autres producteurs de proximité. Par contre, il y a d'autres associations qui travaillent sur la ferme ou qui sont en interaction, notamment les alchimistes, qui font des collectes de compost. On a vu quelques panneaux sur la visite virtuelle, qui font de la collecte de compost, notamment avec des tournées à cheval, et qui font du compostage local. Et donc, le cheval a le plaisir de vivre à la ferme de Saint-Denis. Et donc, il y a des interactions sur ce compostage et l'utilisation du compost local. Et pour revenir sur le sujet de l'eau, il n'y a peut-être pas de biofiltration qui aujourd'hui est créée sur la ferme, même biofiltration d'autres eaux usées ou d'autres eaux utilisées sur la ferme. Mais par contre, il y a une récupération, c'est ça, d'eau, un sujet aussi particulier un peu en parallèle, mais il y a une récupération d'eau de pluie via un certain système. Je ne sais pas si tu veux en parler, Nicolas, pour Oui, mais en compléter fait, cette on question. a un démonstrateur de jardin de pluie urbain sur le site qui est par là, sur mon fond d'écran, là, près par là. Voilà. Et l'idée, c'est d'éviter que les eaux de pluie partent directement dans les égouts ou tout ça. Et donc, c'est des sortes de grandes jardinières qui ont un réservoir d'eau et qui vont valoriser toutes les eaux de pluie pour maintenir une végétation qu'on n'arrose pas. Donc là, on est plutôt sur de l'ornemental à cet endroit-là, mais les sujets se rejoignent. C'est aussi un des enseignements, c'est que les sujets sont déjà suffisamment complexes sur une serre en toiture, donc on n'a pas forcément pu faire tout ce qu'on voulait en termes de récupération des eaux de pluie, etc. Il y a plein de contraintes liées au bâtiment, liées aux usages, qui fait qu'on essaye de faire le meilleur projet, mais il y a des arbitrages à un moment par rapport au coût du projet, par rapport au type d'acteurs qui sont capables de construire ça, par rapport aux interactions entre les différents acteurs du chantier de construction, ou par rapport à l'opération, à l'opérabilité de la serre. D'accord. Quand on parlait des différents types de serres et notamment de l'ouverture du projet Groove à d'autres serres connectées à des bâtiments, j'ai une question. Pourquoi pas? Est-ce que des serres existent en sous-sol? Est-ce que c'est possible de mettre des serres en sous-sol ou pas? Est-ce que les partenaires de Groove en ont déjà vu, se sont posé la question ou pas du tout et c'est pas très intéressant?
pose la Alors, on question. n'appelle pas ça des serres quand c'est en sous-sol, parce que les serres, c'est principalement pour capter les rayons du soleil et les maintenir. Mais après, ça va plus rejoindre l'agriculture indoor. Et donc là, c'est plus le côté que vous êtes dans un entrepôt ou en sous-sol, peu importe, ou vous avez des choses dans des parkings. Donc vous avez toutes ces thématiques sur lesquelles vous pouvez cultiver en hydroponie. Là, vous avez besoin de lumière en plus, artificielle, pour pouvoir faire pousser les plantes. Et après, certaines approches sont utilisables, mais enfin, des guidelines, mais pas toutes parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes échanges thermiques avec l'extérieur, on n'a pas les mêmes. Voilà. Mais on peut quand même créer des synergies avec le bâtiment. Et après, c'est vraiment au cas par cas. Donc, ça, au besoin, on pourra en rediscuter et vous renvoyer vers vers les différents acteurs du projet qui peuvent répondre à ces questions. Mais voilà. Le fait d'être connecté au climat ambiant est un grand paramètre de notre projet. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de aussi dire aux participants que maintenant vous pouvez remettre vos micros et vos caméras. Donc n'hésitez pas, si vous voulez poser une question en direct, à remettre voilà, votre caméra et votre micro et à lever la main et vous pourrez poser votre question directement. Il y a une autre question concernant quelles ont été les principales difficultés pour la mise en œuvre du projet donc de serres en toiture sur notre site de ferme urbaine de Saint-Denis. Et est-ce que ce projet aussi est facilement réplicable? Est-ce que dans d'autres, on aurait pu le mettre dans d'autres sites à De Galy ou pas? Facilement réplicable, non. C'est quand même. Non, non, c'est super intéressant comme projet, mais ça pose plein de contraintes d'arbitrage, de construction, etc. Et ça amène à faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, des fabricants de serres, des fournisseurs de matériel agricole, des constructeurs. Donc c'est très intéressant et assez enrichissant. Et après, c'est vraiment des questions d'équilibre économique aussi, hein. C'est-à-dire que là, ça a un sens ici parce qu'on peut mutualiser des équipes, on peut mutualiser un marché, etc. Développer une serre comme ça qui serait toute seule au cœur de Paris si on n'avait pas d'équipe autour, ce serait plus compliqué parce qu'il y aurait des temps de déplacement, parce qu'il y aurait des contraintes logistiques. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des astreintes. C'est-à-dire que ce genre de site, vous avez des pompes, vous avez très peu de sol. Donc à un moment, si il y a besoin de se déplacer en pleine nuit ou le week-end parce qu'il y a une canicule et que les pompes sont mortes, il y a toutes ces questions d'astreinte à gérer. Donc aujourd'hui, ce projet, il a eu un sens parce qu'on pouvait mutualiser une partie d'équipement et de personnel. On l'aurait fait autrement si c'était dans un autre site. Et je pense que c'est l'image des 4 pilotes, c'est vraiment ça. On a vraiment partagé la même méthode depuis 2017 avec toute l'équipe de Groof, et on arrive à des formats de serre qui sont très différents à chaque fois. Donc c'est vraiment la même méthode. C'est le côté interdisciplinaire qui est très important avec des équipes plutôt bâtiment, plutôt énergie, plutôt production, plutôt modèle économique. Et c'est de se dire comment on adapte tout ça, on met tout ça dans le checker et on regarde ce qui en sort par rapport à un territoire donné, par rapport à des projets des différentes entités, des différentes entreprises. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si voilà, il y a d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Sinon, Nicolas, est-ce que tu pourrais remettre la dernière slide avec nos coordonnées? N'hésitez pas à nous Oui, mais envoyer sinon on pourra la des renvoyer questions. aussi on vous renverra le replay du webinaire et un petit mail aussi aux inscrits. Et est-ce que les demandes d'autorisation du projet, je vois une autre question, sont Oui. compliquées à avoir? Non, pas tant que ça. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle demande d'autorisation. Est-ce que c'est permis de construire? Enfin, il y a différentes choses. Globalement, quand le dossier est bien fait, il n'y a pas de souci. La question, c'est plus quand on est sur les sites qui sont un peu borderline. Ça veut dire qu'il y a des endroits où la ville de Paris a par exemple permis la construction de serres au-delà des limites du PLU. D'autres villes ne l'ont pas fait. Donc c'est vraiment en fonction du contexte, et pour ça, nous on travaille avec un archi là-dessus parce qu'on n'est pas architecte nous-mêmes. Donc il faut savoir voilà, avoir les gens qui sont capables de monter le bon dossier et puis de savoir si ça répond au contexte. Mais globalement, si le projet est bien ficelé et si on n'est pas sur des cas vraiment limites, ça va. On avait eu des grosses problématiques sur le premier projet qu'on a évoqué, le projet d'Ido, parce qu'on était à le plancher de la serre était à 32 mètres, et en France, il y a une limite à 28 mètres pour passer au-delà de 28 mètres. On passe sur une réglementation immeuble de grande hauteur, et donc ça nécessite l'accès des pompiers, ça nécessite des équipements spéciaux, parce que la grande échelle des pompiers ne va pas jusqu'au-delà de 28 mètres. Donc c'est des détails techniques, mais qui fait que là, il fallait des accords de la préfecture, il fallait que les pompiers et la préfecture se mettent d'accord, et c'était très compliqué. Quand on est sur des sites où il n'y a pas ces contraintes et on n'est pas hors des cadres habituels, c'est pas si compliqué. D'accord, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir
conclure cette présentation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé et que vous serez intéressés aussi pour voir un second webinaire, venir en vrai et voir peut-être un second webinaire sur le sujet où on espère vous montrer la serre construite et opérationnelle en pleine production. Voilà, donc n'hésitez pas encore, on va vous envoyer donc le lien pour le replay de cette vidéo et donc vous aurez nos coordonnées pour nous poser des questions sur ce projet, si vous voulez aussi visiter le site. Voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Théo, Nicolas, si vous voulez ajouter Non, un dernier je pense petit mot que pour la fin. n'hésitez pas à poser des questions parce que beaucoup de questions, en fait, y répondre de manière générique, ça va, mais après, c'est beaucoup de cas particuliers, les serres connectées au bâtiment. Donc, n'hésitez pas à poser les questions et soit on sera capable d'y répondre, soit on vous réorientera vers les partenaires du projet ou les autres structures qui sont capables de vous apporter des réponses plus spécifiques. Et aussi, ne vous inquiétez pas s'il manque les 3 premières minutes de l'enregistrement. On a commencé l'enregistrement au milieu de l'introduction, mais bon, vous n'avez rien loupé de très important sur ce replay. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh ben, on quitte. C'est On bon. se rappelle à côté. Je sais pas si... L'enregistrement continue. Oui, mais est-ce que vous voulez qu'on refasse juste l'intro pour que